On s'intéresse ici à l'époque tardive de l'Égypte antique qui sépare l'effondrement du Nouvel Empire et la conquête par l'Empire perse. En 1100 avant Jésus-Christ, les attaques des peuples de la mer et des Libyens ont affaibli le pouvoir royal au profit du clergé d'Amon basé à Thèbes. Ramsès XI, qui règne environ 30 ans, est le dernier pharaon du Nouvel Empire. En 1080, il se décide à combattre le grand prêtre d'Amon, mais il est trahi par son propre vizir qui récupère le titre de grand prêtre et se proclame roi dans la foulée. L'Égypte se coupe ainsi en deux et Ramsès XI ne contrôle plus que le delta. Quant au pays de Couche, il en profite pour larguer les amarres vis-à-vis de l'Égypte. Le successeur de Ramsès XI, Smendes, fonde la 21e dynastie. Il déplace la capitale à Tanis, non loin de Pi-Ramsès, tandis que le grand prêtre d'Amon règne depuis Thèbes. Des accords sont passés entre les deux royaumes et la situation se stabilise. Cependant, les nomades libyens continuent de mener des razzias en Haute-Égypte et ils s'installent toujours plus nombreux dans le delta. Un siècle bien terne s'écoule. C'est à cette époque que les tombes royales sont pillées. C'est finalement l'un de ces Libyens du delta, Sheshonq Ier, qui s'empare du pouvoir en 943 et fonde la 22e dynastie. Il va redonner une certaine vitalité à l'Égypte. Il parvient d'abord à placer ses fils à la tête du clergé thébain, réunifiant le pays. Puis il lance une campagne en Palestine dont il reprend le contrôle. Enfin, il restaure la domination égyptienne sur les oasis. L'Égypte peut à nouveau bénéficier du commerce avec Byblos au nord et sur la mer Rouge au sud. Le nouvel afflux de richesses permet de reprendre la construction de monuments dans tout le pays. Peu à peu, des déesses locales du delta commencent à rivaliser avec le culte d'Amon. En accord avec la tradition libyenne, Sheshonq Ier met en place de nombreuses chefferies dans le delta qu'il offre à des princes libyens et qui vont s'avérer de plus en plus turbulentes. Les premiers successeurs de Sheshonq perdent rapidement le contrôle sur le Levant. L'Égypte intervient une seule fois pour aider les royaumes du Levant à contrer l'expansion de l'Empire assyrien. Ça se passe sous le règne de Sorcon II en 853. Mais la situation se dégrade encore sous son successeur. En 820 avant Jésus-Christ, un chef libyen local se proclame pharaon à son tour. Le delta se retrouve partagé entre les 22e et 23e dynasties et s'enfonce dans la guerre civile. En Haute-Égypte, le grand prêtre de Thèbes en profite pour retrouver son indépendance. Enfin, une dynastie locale de culture égyptienne commence à émerger dans le pays de Couche, avec pour capitale Napata. Cette situation se maintient pendant 80 ans, pendant lesquels l'Égypte perd tout rayonnement. Puis, en 747, la confusion s'aggrave encore, quand 3 nouveaux royaumes proclament leur indépendance en Moyenne-Égypte. Le chaos du delta se propage ainsi vers le sud. Le pharaon Pianki de Napata en profite. Il s'empare de la Basse-Nubie et de la Haute-Égypte en 740. Face à la menace des Couchites, des princes fondent la 24e dynastie à Saïs en 727, qui tente de rallier toutes les forces de Basse et de Moyenne-Égypte. Mais il est trop tard. Après de violents combats, Pianki parvient à unifier l'Égypte sous son autorité vers 716 avant Jésus-Christ. La 25e dynastie, d'origine nubienne, marque ainsi la fin de la 3e période intermédiaire et le début de la Basse Époque. Cela dit, c'est une simple convention, puisque les phases de crise et de prospérité vont continuer de s'enchaîner comme avant. Certains roitelets conservent d'ailleurs une grande autonomie dans le delta, surtout à Tanis, l'ancienne capitale de la dynastie libyenne. La dynastie couchite marque un retour aux traditions de l'ancien empire. En particulier, elle renoue avec le concept de la pyramide qui sert de tombeau, toute construite près de la capitale Napata. La construction de nombreux temples reprend dans tout le pays. Sur le plan extérieur, l'Égypte doit surtout faire face à la menace assyrienne. L'Égypte soutient dans l'ombre les révoltes en Palestine et en Phénicie, mais ça renforce l'hostilité de l'empire assyrien. Sous le règne de Taharqa, les Assyriens attaquent l'Égypte, menés par Assaradon. Ils parviennent à envahir le delta, saccageant la ville de Memphis en 672. Mais aussitôt l'armée assyrienne repartie, Taharqa reprend le contrôle du delta. La mort d'Assaradon laisse à l'Égypte un dernier répit avant qu'Assurbanipal ne revienne en force. Il conquiert tout le pays jusqu'à la première cataracte. Taharqa se réfugie au pays de Couche, qui reste indépendant.
Son successeur Tounamon poursuit la lutte contre l'Assyrie, mais son armée est à nouveau écrasée et Thèbes est mise à sac. Cet événement marquera les esprits, car la ville sainte n'avait jamais vu d'envahisseurs étrangers depuis les débuts de l'Égypte antique. L'Empire assyrien laisse le pays géré par des roitelets locaux, au premier rang desquels se trouvent les princes de Saïs. L'un d'eux, Psamétide Ier, parvient à accroître son pouvoir avec l'aide des Lydiens et des Grecs, jusqu'à contrôler l'ensemble du pays. En 645, il rejette la suzeraineté assyrienne. L'Empire assyrien, emporté par d'autres révoltes internes, ne parviendra pas à riposter. Psamétique Ier porte ainsi la 26e dynastie, dite Saïte, à la tête de l'Égypte, ouvrant enfin une période de stabilité plus durable. Il place sa nouvelle capitale à Memphis. En remerciement aux Grecs, il les laisse fonder leur propre port dans le delta, Naucratis. Tandis que les Grecs continuent à servir dans son armée, les Phéniciens servent dans sa flotte. Néchao II lui succède en 610 avant Jésus-Christ. Il tente de profiter de l'effondrement de l'Empire assyrien pour reprendre pied au Levant, et soumet notamment le royaume de Juda. Mais il subit une défaite à Carchemish face à Nabuchodonosor, et toute la côte tombe finalement sous l'emprise de l'Empire babylonien. Néchao II renforce ensuite ses relations commerciales en Méditerranée et en mer Rouge, reprenant notamment les expéditions vers le pays de Punt. Pour faciliter ses entreprises, il fait percer un canal du Nil à la mer Rouge, ancêtre du canal de Suez, peut-être sur les traces d'un ancien canal ensablé datant du Moyen Empire. Enfin, il aurait demandé à ses marins phéniciens d'essayer de contourner l'Afrique par le sud. Ils auraient mis 3 ans pour faire ce voyage, mais un tel exploit semble tout de même difficile à croire au vu des moyens de l'époque. Son successeur Psamétique II mène des campagnes sur 2 fronts. Au Levant, il encourage la révolte des populations contre Babylone. En Nubie, il mène une vaste offensive contre le royaume de Couche, qui tente toujours de reconquérir l'Égypte. Il s'empare de la capitale Napata qu'il saccage en 591. Le royaume de Couche entre alors dans une phase méconnue et il amorce une expansion vers le sud en amont du Nil. Il conserve cependant sa culture égyptienne et la construction des pyramides se poursuit. Pendant ce temps, l'Égypte parvient à résister aux attaques de l'Empire babylonien sous le règne d'Apriès, puis d'Amosis II qui s'empare du pouvoir par un coup d'État. Le règne d'Amosis II est particulièrement énergique. Il renforce sa présence commerciale en Méditerranée, allant même jusqu'à contrôler Chypre. Il resserre encore ses liens avec les Grecs, confirme son alliance avec la Lydie et finit même par s'allier à Babylone pour contrer la menace perse. Pourtant, ça n'empêche pas l'Empire perse de s'emparer de tout le Proche-Orient. Amosis meurt en 526 avant Jésus-Christ, au moment même où les Perses envahissent l'Égypte. 1 an plus tard, le pays devient à son tour une simple satrapie perse. Pourtant, à la différence de la Mésopotamie, cela ne marque pas la fin de la civilisation égyptienne. Fiers de leur histoire, les Égyptiens vont secouer inlassablement le joug perse jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Dans cet épisode, on aura pu voir que la physionomie du Proche-Orient a beaucoup changé depuis l'arrivée des peuples de la mer. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser à la naissance d'Israël.